Vers les midis, nous avons été tous réunis dans la salle à manger. J'avais prêté à Delphine l'un de mes vieux jeans délavés et un pull de couleur pourpre, trop ample pour elle. Pourtant, mon père ne se détournait pas d'elle. C'est drôle de savoir qu'elle continuerait à le torturer. Et il ne se doutait visiblement de rien, niais dans son contentement, pitoyable dans son entêtement. J'épiais la main, impatiente de caresser la toison pubienne de Delphine. Je l'avais épiée si souvent autrefois que c'était gravé en moi. L'enfance ravagée. J'étais là dans cette évocation quand ma mère est sortie de table plus tôt que prévu pour sa sieste sacrée, ou peut-être ne tolérait-elle plus la rivalité sous son toit. Il faut dire que sa rivale était d'une étrangeté inouïe, émouvante, comme si elle testait la perversité de l'homme dans le regard de la femme, un comportement involontaire chez Delphine. Anne, ne désirant pas jouer le trouble-fête, s'est souvenue d'un rendez-vous avec les fleurs et les oiseaux du jardin. Elle est partie, en laissant dans son sillage 2 à 3 interrogations. Avait-elle pressenti le désastre? Que pensait-elle de nous, assis tout autour de la table, si distants l'un de l'autre? À quel âge avait-elle cessé de grandir? Non, elle n'appartenait pas à notre monde. Un instant, j'ai voulu la suivre, d'autant que discrètement mon père me faisait signe de m'éloigner. Je devais prendre une décision. J'étais inquiète de voir Delphine avaler son dessert, une forêt noire crémeuse avec ses doigts. « Viens, lui ai-je dit, on va sur la colline. » Elle a planté ses yeux dans les miens, des yeux dont l'éclat n'était qu'insolence. Le viol avait brisé sa ligne de vie, et elle m'en tenait pour responsable. C'était ma faute, je ne le niais pas. L'irruption du mal dans son corps l'avait rendue moins accommodante, plus mordante. Elle n'était plus désir et jouissance, mais peur et méfiance. Elle s'était criée que j'avais combiné un complot contre elle, et que de concert avec mon père, je voulais lui faire piquer une tête du haut du ravin. Tout d'abord gênée, le sourire crispé, je n'ai pas cherché à lui mentir. J'ai avoué que dans un moment de déraison, j'avais essayé de me débarrasser d'elle, parce qu'il n'y avait aucun sentiment en moi, que la haine qui me sapait, parce que je saignais et que j'errais dans des labyrinthes intérieurs. Mais toujours, aujourd'hui, tout allait recommencer pour nous, sans fébrilité ni remords de notre part. C'était comme être unis après la traversée d'un tunnel. C'était à la vie, à la mort. J'ai repoussé ma chaise, puis soutenant Delphine de mes bras, je l'ai amenée sous la véranda avant les sanglots. Oui, lui confier mes projets pour qu'elle se résigne à des sacrifices. Elle n'avait pas le choix. Notre vengeance était à ce prix. Dans l'allée, Anne nous a croisés, la mine défaite. Elle tenait un oisillon inerte dans ses mains, une offrande au dieu de l'ombre. Ensuite, nous avons pris le chemin, sous les dards du soleil, après avoir essuyé une larme, la dernière, sans me tracasser pour mon père, qui, plus affamé de chair que d'amour, savait où nous rejoindre. Alors ça, c'est la partie, qu'est-ce que j'ai dit? 12. Maintenant, ça va être la partie 1236. Je vais essayer de lire une page et demie. Cette nuit-là, dans mon rêve agité, j'entendais le piaillement des oiseaux sur les branches de l'arbre. D'autres se battaient sur la pelouse du jardin, au désespoir de ma sœur si attachée à la tendreté des gestes. Puis les cris ont fait le tour de la maison 1 fois, 2 fois, jusqu'au moment où, ne sachant plus où fuir, un martin s'est posé sur le bord de ma fenêtre, les ailes brisées, le bec en sang, l'œil à moitié arraché, mais je n'ai pas ouvert. Si je connaissais le langage des oiseaux, je lui aurais dit qu'il ne verrait pas le lever du soleil. Il a dû lire dans ma pensée puisqu'il a remué l'aile, et gonflant son plumage noir, il a pris l'apparence d'une dame décrépite, laide, diabolique. Réveil en sursaut, je me suis souvenu de grand-mère Cal, personnage légendaire qui m'avait laissé indifférente jusqu'à hier. Dans l'île, on conte la mésaventure d'un jeune homme qui, peu après l'abolition de l'esclavage, était descendu dans un cratère éteint à l'aide d'une échelle de corde. Guidé par la lumière de sa torche, il bondissait d'une cavité à l'autre, la seconde étant plus profonde que la première. La voûte peuplée de stalactites le fascinait. Le chant d'une source l'attirait plus loin, vers des ossements qui jonchaient le sol. Qui avait jeté ces malheureux dans la tombe? Dans une niche, une sorte de momie entourée de bandelettes. Un léger contact, et le squelette s'effrita, libéra un anneau à l'intérieur duquel on avait gravé « Kala ». La sorcière, en se déplaçant sur un manche à balai, effrayait l'âme des défunts. Elle volait les enfants pas très sages, puis elle les rôtissait sur des laves, puis les mangeait.
Pour ramener dans le droit chemin le galopin dont la méchanceté n'avait d'égal que l'insolence, la mère menaçait. « Grand-mère Kala viendra te voir si tu pleures, si tu ne fais pas ta prière, si tu ne dors pas. » On dit que chaque fois que le volcan mugit, c'est le diable qui fouette la Kala, si fort que son sang coule hors des veines de la terre. Pourquoi pas? Le péché, c'est la femme. Mais de quoi m'accusait-on? Quel était mon crime? J'ignorais ce que le destin attendait de moi. S'il est une sagesse, c'est celle des incertitudes. Alors j'ai prié. Mon Dieu, sauvez-moi s'il en est encore temps. Je me suis rendormie plus lourdement. Au petit matin, je n'ai pas quitté le lit. Anne m'a apporté du café, du lait, des biscuits, le réconfort dont j'avais besoin. D'un abord agréable, elle avait la peau fine et rose, des pensées secrètes. Ses mains, quoique douces, d'une douceur qui me semblait mystérieuse, étaient fortes. Elle m'a fait un massage au niveau de la nuque, du cou, des vertèbres, les mâchoires serrées pour ne pas me livrer trop tôt ce qu'elle gardait sur le cœur. Sa figure d'ange, ses seins me ravissaient. Je buvais son souffle en caressant un projet de vengeance. L'immobilité du regard me troublait. Dans le silence, elle avait éventé ce que je machinais. Sans rien négliger ni omettre, elle me comprenait au mot près, même si elle ne m'approuvait pas toujours. Sa perspicacité lui avait appris que j'étais une victime et qu'à mon tour, je pouvais devenir un bourreau méticuleux, calculateur. Elle en était si sûre qu'elle me traitait avec bonté. Sans doute, intriguée par l'abîme en moi, tendre et avec amour, elle me préparait en vue de l'épreuve finale.